Voilà, alors j'ai l'impression que tout le monde a pu se connecter. Encore une fois, bonjour. Comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre et pas comme d'habitude pour vous qui nous rejoignez pour la première fois et soyez les bienvenus, je vous propose de découvrir donc Simco Consulting en vidéo. Il semblerait qu'on ait eu des petits soucis techniques sur les dernières éditions et vous n'aviez pas le son. Et donc, cette fois-ci, je vous propose notre vidéo et je l'affiche tout de suite. Simco Consulting est l'une des plus importantes sociétés de conseil spécialisées en supply chain. Depuis 1981, elle a développé plus de 2400 projets pour plus de 600 clients de taille et de secteurs différents. Une forte ouverture à l'international permet à Simco Consulting d'accompagner ses clients depuis ses bureaux européens. Simco Consulting intervient tout au long de la chaîne logistique, de l'organisation du réseau de distribution à la formation des personnes. Son activité principale est la conception et l'amélioration de l'intralogistique et des entrepôts d'usines et de distribution. L'étude de faisabilité, après une analyse des données et des opérations, développe plusieurs solutions alternatives en évaluant différentes implantations, technologies et processus. Les solutions sont comparées sous plusieurs aspects, notamment celui de la rentabilité économique. Lors de l'étude de mise en œuvre, la solution choisie est définie précisément, ce qui permet de rédiger un cahier des charges, des spécifications techniques et des procédures opérationnelles pour activer le processus de sélection des fournisseurs de l'ensemble des équipements logistiques. Lors de la phase de conception, Simco Consulting utilise la simulation de flux dynamique, un outil puissant qui permet de valider les procédés et les choix technologiques. Simco Consulting peut également apporter son soutien en supervisant le déploiement de la solution et en soutenant ses clients pendant les phases capitales d'essai et de démarrage. Simco Consulting, towards best-in-class logistic. Voilà pour la petite vidéo de présentation de Simco Consulting. Je vous propose maintenant de revenir sur notre présentation avec quelques petits compléments que vous aurez pu donc repérer. Donc le chiffre d'affaires global de Simco Consulting, donc 2 400 000 euros, donc 15% réalisé sur le territoire français. Et dans ces 2 400 000 euros, donc nous avons à peu près 70% de chiffre d'affaires consacré sur des projets d'entrepôt, une vingtaine de pourcents, un peu plus de 20% sur des sujets qui sont consacrés donc à l'ensemble de la supply chain en termes de prévision de vente, système d'information et autres. Et puis donc à peu près 10% sur un riche catalogue d'une quarantaine de titres, tous dédiés donc logistique, supply chain, qui s'adresse à tous les niveaux de l'entreprise et qu'on sait donc développer en intra ou en extra. Simco Consulting, 40 ans d'expérience, 600 clients, 2400 projets, ce qui montre que nos clients reviennent nous voir avec des nouveaux projets et c'est un bon indicateur pour nous de confiance. Nous intervenons sur des domaines aussi bien d'intralogistique manuelle qu'automatisée, sur tout ce qui est support aux appels d'offres logistiques, configuration donc, de réseau de distribution, schéma directeur, une partie simulation de flux qui peut venir en complément d'une étude ou sur un besoin spécifique, et puis donc également support à l'externalisation des transports et de l'entrepôt, qui était le sujet de notre précédent webinaire par ailleurs. Nous sommes présents sur les entrepôts d'usines et les usines également, hein, tous les flux qui vont tourner donc autour et à l'intérieur de l'usine, sur des entrepôts et des centres de distribution, auprès de prestataires logistiques dans les domaines l'agroalimentaire, la pharmacie, la cosmétique, la métallurgie, tout ce qui est industrie automobile, la grande distribution, le retail, le e-commerce, le luxe, l'habillement et j'en passe évidemment. Vous aurez compris, nous sommes présents dans plusieurs secteurs, dans de très nombreux secteurs d'activité. Alors, le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, vous avez ici donc quelques logos de clients qui nous font confiance. Je le passe rapidement puisque, comme d'habitude, et j'ai oublié de vous le préciser, vous aurez accès donc au replay de ce webinaire, vous aurez accès au support de présentation également à l'issue donc
du webinaire. Et puis, donc, vous avez également la possibilité de poser des questions, puisqu'on est sur un format sensiblement de plus ou moins 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Vous pouvez poser vos questions pendant la présentation à travers le chat. J'irai récupérer ces questions en fin de session et c'est avec plaisir que j'y répondrai ou que j'essaierai d'y répondre. Alors, nos activités aujourd'hui sur Simco, donc on le voit ici, on en a parlé un peu, et y compris dans la vidéo. Donc, l'organisation de réseau de distribution, tout ce qui est master plan, aménagement donc d'usine et tous les flux qui tournent autour de cette usine. Une partie logistique d'entrepôt qui va nous intéresser aujourd'hui, puisque c'est sur ce thème que nous allons développer donc ce sujet de l'étude de faisabilité. Toute la partie externalisation, donc transport logistique, prévision de la demande, gestion des stocks, ligne production et les formations dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le programme donc du jour, l'étude de faisabilité, ce qu'on appelle nous la clé pour choisir votre solution d'entreposage, c'est vraiment une pierre angulaire. C'est une étape sur laquelle il ne faut pas se louper, puisque à la clé nous avons bien souvent des investissements, des nouvelles organisations, nous avons des clients en face et au global donc la réputation de votre entreprise. L'idée de prendre le temps de réaliser donc cette étude de faisabilité en mode projet, et on va passer rapidement cette notion de mode projet, va vous permettre d'avoir une méthodologie pour choisir la solution, pour ensuite valider cette solution parmi quelques scénarios, pour ensuite passer sur la mise en œuvre. Et c'est quelque part une garantie de ne pas se tromper, une garantie d'aller vers la solution la meilleure possible en fonction de vos enjeux, de vos évolutions, de vos stratégies pour votre entrepôt. Alors, on a une double ou triple approche sur cette notion d'étude de faisabilité. Et à l'entrepôt, on va l'aborder de 2 manières. On va l'aborder d'abord avec sa photo. La photo, c'est vraiment le stock qui est figé à l'instant T. C'est qu'est-ce qu'on doit mettre dans la boîte, dans la fonction entrepôt, qu'est-ce qu'on va positionner, combien de références, quelle quantité. Et puis donc c'est vraiment c'est figé, c'est un état de stock à l'instant T. Alors même si on va aller chercher des états de stock réguliers sur 1 an d'activité par exemple, on fige et on fait ce focus sur la photo, sur un besoin de stockage, sur le besoin de réglementation, de législation, etc. Et puis associé donc à cette photo, on a le film qui elle va représenter les flux entrants, les flux internes, les flux on peut avoir des transformations, du picking, du co-packing, l'assemblage, du filmage, de l'étiquetage, donc pas mal de travaux avec de la valeur ajoutée. Et puis donc on va avoir des flux sortants et on va calibrer, organiser un entrepôt, une organisation logistique, un schéma directeur en fonction d'un certain nombre d'entrepôts, d'un certain nombre d'usines, de localisation donc de clients. On va aller mettre en phase donc cette photo et ce film de manière à pouvoir les coordonner. Vous avez 10 000 palettes en stock, vous en rentrez 100 tous les jours, vous en sortez 100 tous les jours. On ne va pas aborder de la même manière que si vous avez 10 000 palettes en stock et que vous en entrez 3 000 tous les jours et vous en sortez 3 000 tous les jours. On a une approche qui va être différente, qui va impliquer des technologies de stockage, de préparation différentes. Et donc, ça, c'est vraiment cette étude de faisabilité qui va mettre en évidence ce besoin. Aujourd'hui, on fait face à un contexte où on a besoin d'augmenter la flexibilité, la réactivité de l'entrepôt. On a une complexité qui arrive de la part de la nécessité de gérer plus de traçabilité, de la nécessité de gérer des produits qui ont un cycle de vie plus court, qui doivent être plus customisés vis-à-vis des clients, qui doivent être servis le plus rapidement possible, avec des contraintes évidemment d'avoir le juste niveau de stock dans l'entrepôt, la multiplicité des canaux de distribution, la tendance e-commerce, etc. Donc tout ça fait que aujourd'hui on est dans un contexte où une grande majorité de nos activités logistiques, de nos activités d'entreposage se pose la question de l'organisation et d'un objectif d'organisation cible et de fonctionnement cible pour répondre justement à ces activités. Alors, on a 2 approches différentes pour
pour aborder donc cette notion, ces réorganisations. Quand on parle vraiment de réorganisation, on va plutôt être sur un cycle d'innovation, mais on peut être aussi sur un cycle d'amélioration continue, c'est-à-dire que petit à petit, on va tendre vers un objectif et on va faire des petits pas pour l'atteindre avec peut-être, et en général, des investissements un peu plus limités. Donc on est sur l'organisation du travail, on va trouver des éléments qui nous font avancer petit à petit et donc on va être plutôt sur une pente progressive. L'aspect innovation va nécessiter plutôt des investissements un peu plus lourds, c'est-à-dire qu'on va passer, sur des notions où on va passer des pics ou plutôt par palier, avec un investissement qui tout de suite devra, alors avec évidemment des temps d'adaptation, de réglage, etc., mais tout de suite devra donner satisfaction avec un investissement lourd. Et là, on va se faire un focus évidemment sur la partie retour sur investissement dans ce cadre donc d'innovation. On commence par ce qu'il ne faut pas faire, puisqu'on a plutôt tendance aujourd'hui à entendre parler de telle ou telle solution. Donc, dire, ben oui, j'ai entendu parler de cette solution, ben c'est sûrement ce qu'il nous faut, donc on va l'appliquer. Ou alors, on n'a pas forcément toutes les compétences autour de la table pour discuter sur les impacts d'une technologie qu'on voudrait implémenter. Ou alors on a peut-être pas trop le choix finalement. Hein. On a regardé, ça nous va bien. On va pas forcément se comparer aux autres. Et puis après, on va peut-être se mordre les doigts. Et puis le projet, ben on va le gérer comme ça, sans forcément avoir le sponsor qui va bien dans l'entreprise ou autre. Et puis ouais, moi j'ai fait ça dans notre entreprise, donc il n'y a pas de raison, ça marche. Je vais vous l'appliquer ici. Ce sont un peu des travers, j'allais dire, et des raccourcis qui peuvent potentiellement mener à l'échec. Il vaut mieux prendre le temps de se faire accompagner ou d'avoir des équipes en interne à même de le faire, évidemment. Aujourd'hui, allez, sensiblement un bon tiers, 40% donc, des entreprises sur ce type de projet se font accompagner par des cabinets conseils. Vous avez nos coordonnées, évidemment, vous êtes les bienvenus pour nous appeler. Une trentaine de pourcents, 35% donc, des entreprises font appel donc, à leurs équipes en interne. Et puis, vous avez des contacts fournisseurs qui sont à peu près au nombre de les 15%. Donc, et c'est le fournisseur qui va vous accompagner sur la mise en place, mais plutôt de sa solution, parce qu'auparavant, il vous aura convaincu que c'est sa solution qui vous convient le mieux. Voilà un peu des statistiques aujourd'hui. Évidemment, je ne peux que prêcher pour faire appel à un cabinet conseil. Oui, il y a un investissement, on le voit sur ce slide, il y a un investissement de départ qui est un peu plus conséquent, mais dans la durée, vous avez une réelle garantie d'optimisation, de mise en place de la meilleure solution possible. Et donc, vous avez une meilleure gestion à la fois du projet, du temps, à travers l'étude de faisabilité dont on va parler, de prise en compte d'éléments que peut-être vous n'auriez pas pensé à aller chercher pour calibrer et estimer la solution à mettre en place. Évidemment, on n'a rien contre les fournisseurs, contre les contacts directs avec les fournisseurs. Sachez que nous, on travaille avec les fournisseurs que vous pouvez rencontrer, qu'on travaille en toute indépendance vis-à-vis de ces fournisseurs et que quand on va raisonner solution, on va raisonner d'abord effectivement plutôt technologie et puis dans une deuxième phase, nous irons chercher quels sont les fournisseurs qui peuvent répondre à cette technologie. C'est une première phase évidemment, sachant qu'on connaît, on maîtrise la plupart des solutions fournisseurs. On est capable d'évaluer les budgets de ces différentes solutions. Et donc, on est capable de les comparer finalement et on verra, c'est l'essence même, ça fait partie d'un délivrable donc, de nos études. Alors, quelles étapes à suivre en mode projet, hein, on ne va pas s'éterniser sur ce slide. Évidemment, on identifie des problèmes, des opportunités, des solutions. On analyse et on développe donc ces solutions potentielles. Alors, quand on dit la solution, hein, évidemment, on est sur un scénario de différentes solutions. On va aller sélectionner, faire valider cette solution et puis l'implémenter, la mettre en place. Aujourd'hui, notre étude de faisabilité arrive vraiment sur la partie d'identification. Et puis, on est au début de l'analyse et développer la solution. C'est définir les solutions possibles et vous remettre de quoi finalement trancher, de quoi prendre la décision de vous orienter sur telle ou telle solution.
Ce mode projet va avoir évidemment, on va travailler avec des parties prenantes, avec des données et puis des éléments donc internes, des éléments externes. Parmi les éléments internes, évidemment, bah, c'est la stratégie d'entreprise. Votre stratégie, est-ce que vous avez des évolutions en politique de production, en couverture de stock, des évolutions sur votre gamme, hein, sur votre catalogue produit? Des nouvelles familles, des nouveaux produits, plus de références? Est-ce qu'on supprime des références existantes? Est-ce qu'on est soumis à l'obligation de fournir des pièces détachées pendant les 10 ans qui suivent l'arrêt donc de la mise en vente des produits? On a des données, des objectifs de lead time, de niveau de service. On a des notions donc de planification, d'approvisionnement qui peuvent évoluer. Et donc tout ça va rentrer donc dans ce qu'on appelle nous des éléments internes. Pourquoi? Parce que là on va aller chercher votre stratégie finalement et on va aller la dupliquer en tactique opérationnelle. Et donc on va aller alors, on peut challenger la stratégie et avoir des commentaires, hein, évidemment, sur cet aspect et vous formuler des conseils. Mais on va plutôt prendre la stratégie que vous aurez décidée et voir comment on peut prendre en compte ces données d'entrée en termes donc de données d'entrée pour l'étude de faisabilité. Parmi les points externes, évidemment, on va analyser tous les flux amont, les flux aval, toute la partie politique de gestion, mode d'organisation, processus, flux d'information, hein, qui est importante aujourd'hui, puisque quand on est sur un projet d'entrepôt, évidemment, on se doit de maîtriser ces flux physiques. J'ai tendance à dire que pas de flux physique, pas de bon flux physique, si pas bon flux d'information, et que ces deux flux physiques et d'information, une fois optimisés, nous amènent des avantages en termes de flux financiers, et on retrouve les trois flux de la supply chain ici. Et puis parmi les éléments physiques, donc le fait de stocker, de collecter, de transporter, manipuler, etc. Donc tout ça va nous donner un certain nombre de données entrantes qu'on va aller compiler pour en faire justement, pour alimenter cet outil d'étude de faisabilité. Il y a une collecte de données, il y a une analyse des processus, il y a l'identification donc des valeurs prévisionnelles, c'est-à-dire que on va partir sur un historique, sur un existant, on va aller euh, faire parler les données, vous proposer une autre interprétation donc de ces données. On va aller amener sur ces données donc vos évolutions stratégiques à venir. Est-ce que vous allez changer le mix produit? Est-ce que vous allez vous développer sur un nouveau marché, sur un nouveau secteur d'activité? Est-ce que vous avez la croissance interne? Est-ce que vous avez la croissance externe? Quels sont les objectifs? Ou est-ce qu'on va plutôt se développer sur l'export, sur le national? Est-ce que vous voulez développer du e-commerce? Tout ça, on va le prendre en compte justement pour faire parler l'historique et transformer l'historique en disant, OK, nous avons un projet, dans 5 ans, voilà ce qu'on veut être, dans 7 ans, dans 10 ans, voilà ce qu'on veut être. Et bien voilà comme ce que nous, on vous propose, la manière dont on vous propose donc, de vous organiser pour répondre donc, à ces besoins. Nous avons donc par la suite, une fois qu'on a identifié, qu'on s'est mis d'accord sur l'interprétation donc de votre historique et de l'impact de la stratégie, on va aller vous proposer des solutions alternatives et on va le détailler un petit peu dans ce webinaire, hein, puisqu'on est là pour parler d'études de faisabilité, avec donc les systèmes donc, de manutention, de stockage, les schémas directeurs également, hein, puisqu'il fait partie des alternatives, hein, les implantations des différents entrepôts, et puis donc tout ce qui est procédure d'exploitation, architecture informatique, tout ce qui va être donc les impacts sur les autres services, de manière à pouvoir vous proposer une série de scénarios possibles sur lesquels on va aller à la fois estimer l'aspect budgétaire et à la fois estimer donc l'aspect qualitatif de la solution et de les comparer entre elles et de vous donner des clés de comparaison. Et puis donc ça se fait évidemment pas tout seul. On fait partie, on s'intègre dans un groupe projet avec les personnes qui vont bien pour ce groupe projet, avec des équipes qui sont plutôt permanentes chez les équipes, avec nous notre apport, et puis avec toutes les parties prenantes nécessaires, que ce soit des assurances, l'Adréal, des architectes, etc., de manière à pouvoir prendre en compte un terrain de jeu finalement, un domaine de référence qui va permettre vraiment dès le départ
de prendre en compte toutes les contraintes et de ne pas vous mettre en place ou vous proposer des solutions qui tombent un peu du ciel et puis qui, à la fin, sont pas forcément, répondent pas ni à vos attentes ni à vos contraintes. Si vous avez un espace limité en termes de terrain, on va monter plutôt des solutions qui vont plutôt monter sur des hauteurs. Donc, on va exploiter les hauteurs des bâtiments. Par contre, si on n'avait pas cette notion de contrainte de surface, peut-être on serait étalé sur une surface plus large. Et donc, une fois qu'on passe à l'échéance architecte, permis de construire, etc., on s'aperçoit que la solution est hors sujet. Donc, dès le départ, on essaye de définir ce cadre de référence, ce terrain de jeu, de manière à ce que nous, nos solutions, les solutions qu'on va vous proposer, répondent à vos attentes et à vos besoins en termes donc, de volumétrie, à la fois de stockage, à la fois de préparation de commandes, mais également répondre à vos contraintes, les contraintes réglementaires ou les contraintes que vous serez fixées pour pouvoir répondre donc, à vos attentes. Alors, on va pouvoir commencer par ce schéma directeur logistique, alors qui est plus ou moins complexe selon les cas évidemment. Et puis donc, on va commencer à se poser les questions, les besoins de surface. Est-ce que vous avez besoin d'augmenter votre surface de production et donc de rogner sur les surfaces de stockage, que ce soit stockage de produits finis, stockage de produits semi-finis, de matières, de composants, etc. Est-ce que vous avez besoin d'élargir votre catalogue? Est-ce que vous avez des contraintes réglementaires qui arrivent? Est-ce qu'il y a une caducité de vos installations qui deviennent peut-être hors normes également? Donc tout ça, ça fait partie donc de ces questions. On peut avoir besoin de se rapprocher de ses clients parce qu'on a un barycentre qui évolue, parce qu'on est plus sur l'international. On peut aller chercher des solutions en interne où on peut imaginer aller chercher donc des solutions en externe avec un 3PL, on en a parlé lors du dernier webinaire. Peut-être vous avez besoin d'acquérir une technologie ou de bénéficier d'une technologie et d'un savoir-faire en allant la chercher chez un prestataire également pour pouvoir répondre à des évolutions de marché, à des évolutions de contraintes. Et c'est vous allez décider plutôt d'investir en propre sur ces sujets ou plutôt de les confier. Donc tout ça, ça fait partie également du panel de solutions qu'on est à même de vous proposer, de vous suggérer. Et puis une fois qu'on a défini la localisation et le mode de bâtiment, alors même si on est encore sur des hypothèses et que ces hypothèses pourront peut-être être confirmées une fois qu'on aura analysé la manière dont on va aménager ces surfaces et qu'est-ce qu'on veut faire, on va vraiment faire un focus sur la manutention, le stockage, les opérations de chargement-déchargement, les contraintes d'emballage, de colisage, de tri, quand on parle de e-commerce notamment, de préparation de commandes, de volume, etc. Donc, on va intervenir sur tous ces sujets-là. Et pour ça, on a besoin de ces fameuses données d'entrée. Vous avez ici un slide qui le résume très bien. N'ayez pas peur, ça fait pas mal, ça prend du temps, c'est tout. On a besoin de récupérer des données sur les articles, des familles de produits, des contraintes pour chaque famille de produits, des tailles, des volumes, des poids. On a besoin de savoir comment vous les réceptionnez, par quelle quantité, le nombre de références dans un camion, quels sont vos fournisseurs. On a besoin de savoir comment on va les stocker, avec quelles contraintes, traçabilité, gestion de l'eau, en FIFO, en FEFO, sur du produit frais, sur des produits dangereux, etc. Et puis, on va vous demander comment est-ce qu'on les prépare et comment est-ce qu'on les expédie, et puis combien on en stocke, et puis on va voir l'évolution, les pics d'activité, les saisonnalités, parce qu'il n'y a rien de pire que de s'adresser, que de travailler avec des moyennes. Si en moyenne je fais 100, ça veut dire qu'il y a des jours où je fais 0, puis des jours où je fais 200. Ou peut-être même il y a plus de jours où je fais 0, puis un jour où je fais 300. Est-ce qu'on accepte que ce pic, je sache pas le servir, je le fais sur 3 jours, 3 fois 100. Mais du coup, je mets des retards sur d'autres commandes. Non, donc on a besoin vraiment d'aller de manière très fine dans le détail, et quand on accompagne les entreprises, allez, c'est sensiblement moitié du temps de projet qui est vraiment consacré à ces données, au fait de faire parler ces données. Et si on avait à résumer ce slide, j'aurais tendance à dire on va aller transformer des unités de gestion
en unité de manutention, de manière à pouvoir vraiment analyser l'impact sur nos activités, aussi bien sur le film que sur la photo de notre entrepôt. Nous avons des outils évidemment qui nous permettent de le faire et avec des livrables associés, donc tout ce qui est cartographie des flux, des processus, on peut aller jusqu'à faire des VSM, la Value Mapping, qui va identifier dans les processus actuels où sont les process à valeur ajoutée, où sont les process qui présentent moins de valeur ajoutée, est-ce qu'ils sont indispensables, est-ce qu'on peut s'en passer. On peut être amené à prendre des échantillons de temps et des fréquences avec différents outils qui nous permettent de le faire. Évidemment, on va travailler sur des plans entre guillemets officiels, donc en format DWG, AutoCAD pour pas le citer. On va aller analyser les coûts, les bénéfices, l'impact sur la trésorerie des différentes solutions, le cash flow. Et puis, on peut être amené également à utiliser donc un outil très puissant de simulation de flux qui va vraiment amener la garantie finale que oui, on imagine un système automatisé ou pas d'ailleurs, puisqu'on s'est simulé aussi des opérateurs, des préparateurs de commandes, des engins traditionnels donc sur cette partie simulation de flux. Et oui, on amène donc à travers tous les paramétrages de la simulation, on amène la garantie que le système qu'on va vous proposer de mettre en place répond à vos attentes et répond aux contraintes de délai, de timing, de capacité, etc. Les données d'entrée, en fait, elles vont être sur des données donc je disais d'articles. On va aller chercher donc les déroulés journaliers. Est-ce qu'il y a un jour de la semaine qui est plus important que l'autre? Est-ce qu'à l'intérieur de ce jour, est-ce que c'est un pic de 14h à 15h30 et puis le reste du temps, j'ai rien à faire? Comment est-ce qu'on peut lisser? Les notions de saisonnalité, de couverture de stock, tout ça pour aller vraiment chercher la partie extrême, et on le met ici, ne vous fiez jamais uniquement aux valeurs moyennes, je le disais tout à l'heure, on va vraiment aller chercher le point de saturation nécessaire de votre installation, de manière, encore une fois, à pas raisonner sur la moyenne, mais à raisonner sur des pics et avoir des vraies capacités. L'autre question étant, est-ce qu'on doit calibrer une organisation justement pour nos 3 pics annuels, ou est-ce qu'on doit calibrer une organisation pour un niveau inférieur et trouver une organisation spécifique et un moyen spécifique de répondre à nos pics? Ça, c'est une vraie question aussi. Ça fait partie évidemment du cadre de référence et des solutions qu'on peut déployer derrière. Quand on parle des alternatives de technologies possibles, on va donc récupérer ces besoins à travers donc cette collecte de données et ce livrable intermédiaire donc de ce qu'on appelle les gels de données, où on va retrouver donc les types de manutention, d'unités de manutention, les stockages de références et les références à gérer, les flux, les volumes. On va pouvoir répondre selon vos attentes, selon vos besoins, donc sur des solutions traditionnelles, des solutions mixtes, des solutions automatisées. Alors là, on est rentré à l'intérieur de l'entrepôt, que ce soit en interne, en externe, voire chez un 3PL. Et puis donc, on va aller derrière dans un temps supplémentaire, associer des technologies par rapport à des organisations de philosophie. Est-ce qu'on va sur de Man's to Good, donc c'est le chemin classique de préparation de commandes, par exemple, où c'est les opérateurs donc, qui vont chercher donc, la marchandise, ou est-ce qu'au contraire, on est en goods to man, c'est la marchandise qui arrive aux opérateurs? Est-ce qu'on veut à un niveau, est-ce qu'on a besoin de densifier du stock parce qu'on n'a pas beaucoup de surface? Est-ce qu'on a besoin plutôt de privilégier la rapidité de la préparation de commandes? Est-ce qu'on va sur l'automatisation et sur du manuel? Quel est finalement dans votre bassin d'emploi la capacité à pouvoir fournir des opérateurs, des caristes, etc. pour assurer notamment les pics d'activité. Et puis, quels sont les systèmes d'information qu'on doit implémenter? Est-ce que pour avoir de bons flux physiques, il faut avoir des bons flux administratifs? Est-ce qu'il faut aller chercher un WMS? Est-ce que vous l'avez déjà? Est-ce qu'il est perfectible? Est-ce qu'on a d'autres briques à gérer, à ajouter donc à ce WMS? Et puis donc si on parle donc ici de systèmes automatisés, eh bien on peut aller chercher des solutions donc pardon, de système de stockage, excusez-moi. Donc on peut aller chercher des solutions les plus traditionnelles aux plus automatisées en fonction de ce besoin de densification de stockage. Est-ce qu'on a encore une fois la surface ou pas? Alors c'est important parce que je peux avoir de la surface
et ne pas en avoir besoin pour autre chose. Donc, je ne vais pas aller chercher une enveloppe d'investissement forte pour densifier ce stockage. Par contre, j'ai de la surface et je veux augmenter à côté ma zone de production ou je veux augmenter mes capacités. On va aller chercher donc des systèmes qui vont permettre de densifier la partie stockage avec un impact aussi à chaque fois sur la partie OPEX, hein, donc coûts d'opération et opérateurs. Ici, on est sur la partie stockage de charges légères. La même question, est-ce qu'on a besoin de densifier? Est-ce qu'on veut aller chercher de l'automatisation? Est-ce que j'ai capacité à le faire? Donc, avec différents systèmes que nous sommes en mesure de vous proposer, de calculer et surtout de valider en disant, au vu de votre flux, au vu de vos activités, des fréquences, etc., oui, on peut aller chercher tel ou tel système automatisé, ou non, on n'ira pas le chercher parce qu'on ne peut pas répondre à une cadence, parce qu'on ne peut pas répondre on va perdre sur un stockage de produits, etc. Je parlais de la philosophie opérationnelle tout à l'heure, hein, donc ici, pareil, hein, sur la partie préparation de commandes, donc Mans to Good, Goods to Man, Goods to Robot, GTR, voilà, puisqu'on est capable de plus en plus aujourd'hui de faire du prélèvement de colis donc par robot, avec des outils d'aide à la préparation, le RF, le RFID, le voice picking, le put to light, le pick to light, hein, qui sont les petites LED qui s'allument pour nous indiquer et préciser où est-ce qu'on doit prélever, où est-ce qu'on doit poser. Donc tout ça, ça fait partie donc des analyses possibles et des solutions possibles qu'on est capable de vous préconiser, suite encore une fois à l'interprétation de vos données. La partie système d'information, on en a parlé très rapidement tout à l'heure, hein, le WMS. Aujourd'hui, c'est l'outil indispensable pour gérer correctement donc un entrepôt. Encore un faible taux d'entreprises exploitent un tel outil. On en trouve qui sont des briques associées à des ERP, à des ERP. On en trouve où on a un outil à part, donc qui sont des plus simples avec des fonctionnalités les plus basiques jusqu'aux plus complexes, avec donc des notions de pré-paramétrage sur des secteurs d'activité spécifiques. Et puis, on peut aller chercher des options dans ces WMS qui peuvent apporter de l'efficacité à nos entrepôts, tout ce qui va être gestion des rendez-vous, tout ce qui va être ordonnancement, alors affectation des missions, avec une notion, donc là aussi, on parle d'automatisation de RPA, donc d'automatisation des processus. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une personne qui, tous les jours, soit devant son écran et en permanence aller sélectionner la commande qu'on vient de recevoir et puis la mettre avec la deuxième et la troisième et la quatrième commande parce que ça fait une palette complète, parce que ça part dans le même camion, parce que finalement c'est le même client, parce que ça concerne une zone d'un entrepôt, ben là ça va être des processus hein, avec un peu de machine learning, c'est des processus qu'on va pouvoir automatiser dans certains WMS de manière à pouvoir avoir cette notion d'ordonnancement respectée par rapport à des cibles et à des arrivées de commandes. Gestion des quais, gestion des colisages, etc. Donc tout ça font partie, connexion avec des TMS aussi, font partie des choses qu'on va se poser, des questions qu'on va se poser en termes d'études de faisabilité. Et puis donc une fois qu'on a analysé, donc on a les données, on est d'accord sur leur projection. Nous on est allé chercher donc quel type de technologie, quel type de scénario on était capable de mettre en place pour répondre donc à ces données chiffrées. On va mettre en place donc différents scénarios pour aller chercher la bonne alternative ou les bonnes alternatives, en tout cas celles qui nous semblent les plus pertinentes. Alors on va peut-être vous proposer 3 scénarios, peut-être on en aura travaillé 5 ou 7 et puis rapidement on les aura éliminés pour des raisons X ou Y. En tout cas on va aller vous chercher donc des scénarios, sachant qu'il faut savoir si en phase de scénario on est sur un investissement forcé ou non, à savoir est-ce que j'utilisais un système qui n'est plus maintenu, sur lequel je peux plus avoir de pièces détachées, donc je suis de toute façon quoi qu'il en soit contraint d'investir, ou est-ce qu'il y a une évolution du marché qui fait que moi je suis plus capable de répondre aux besoins et aux attentes du marché et donc je suis sur un investissement contraint. Plus difficile dans ces cas-là d'aller estimer un retour sur investissement, mais en tout cas, ça fait partie des points sur lesquels il faut qu'on focus et on va forcément se poser la question, qu'est-ce qui se passe si je ne fais pas, si je ne mène pas cet investissement? Parmi les solutions alternatives possibles, on va aller élaborer des impacts sur les autres services, les impacts humains
sur la formation, sur un accompagnement par rapport aux besoins. On passe d'une solution manuelle à une solution automatisée. Ça veut dire qu'il faut accompagner les collaborateurs, il faut les former. Il faut qu'un chef d'équipe qui avait plutôt pour compétence de motiver, de booster ses équipes quand il y avait plus de commandes ou quand il y avait un absent, ce chef d'équipe demain, il faut qu'il sache remettre en route un convoyeur central d'entrepôt de manière autonome et rapide, parce que si l'axe principal est en panne, c'est plus 85% seulement des commandes qu'on va sortir, mais c'est 0%. Donc voilà, des compétences nouvelles, des organisations nouvelles en termes technologiques, humaines, matériels, etc. Et tout ça, on va les aborder sur ces impacts et on va évidemment les chiffrer. Et puis parmi donc les livrables de l'étude, et on a un petit graphique qui vous l'exprimera encore mieux tout à l'heure, on a donc on va forcément estimer ce fameux CAPEX, hein, l'enveloppe d'investissement nécessaire à la mise en place de chaque solution, avec une petite marge d'erreur, elle est de 10-15%. Alors, ça peut représenter des montants conséquents quand on va signer le chèque final et aller chercher donc une solution finale. Par contre, on est en mesure, grâce à cette évaluation, de pouvoir comparer les scénarios donc les uns avec les autres. Très important, les OPEX, les coûts d'opération associés, on fait du manuel, on fait de l'automatisé, on amène des outils qui nous permettent de faire des gains de productivité. Il y a forcément les OPEX, c'est le coût d'opération annuel en termes d'opérateurs, en termes de maintenance de système, en termes d'engins de manutention, etc. Donc tout ça, on va forcément aller cumuler ces OPEX et les comparer. Donc, dans les scénarios, on va aller par un système donc, de représentation de cash flow, on va vous représenter quel est l'impact de telle ou telle solution dans la durée, dans les 5 ans, dans les 7 ans, dans les 10 ans, et qu'est-ce que vous allez devoir débourser, entre guillemets, pour pouvoir mettre en place et mettre en œuvre cette solution. Là, on est sur la partie plutôt ROI, retour sur investissement, donc on est plutôt sur la partie chiffrée. Ce qui est important dans nos livrables, quand on fait une étude de faisabilité, c'est que, je disais tout à l'heure, on va avoir un impact sur les compétences du personnel, la nécessité de formation, le profil, etc. Sur les temps de mise en œuvre, combien de temps est-ce que mon projet, je suis capable de le mettre en place en 6 mois ou plutôt en 3 ans, sur l'impact avec la vision étendue de la solution, c'est-à-dire qu'on est sur une solution qui est plutôt évolutive dans le temps, qui peut s'adapter à des changements de mix marketing, à des changements de gamme de produits, à des changements de périmètre, ou est-ce qu'on est plutôt sur une solution figée qui fait que, non, aujourd'hui, moi j'ai des boîtes de 10 par 15 avec 5 cm de hauteur, et ma solution ne sait répondre qu'à ces boîtes-là. Et puis donc sur les notions également donc de flexibilité de la solution avec les notions de test de contrainte, on va faire des stress tests, c'est-à-dire qu'on va mener au bout, on va dire jusqu'où est-ce qu'on peut aller avec ce modèle-là. Et puis on va également se poser la question de l'investissement donc en plusieurs étapes. Est-ce que la technologie qu'on propose d'implémenter, on doit l'implémenter juste en une seule fois et ça répond normalement à mes 10 prochaines années d'évolution de business, ou est-ce qu'on peut y aller en disant j'ai une première étape qui représente peut-être 60, 75, 70% de l'investissement et qui va me permettre de fonctionner dans mes 3 ou 5 prochaines années, et puis en fonction de l'évolution du marché, parce que bonjour la prévision aujourd'hui, en fonction de l'évolution du marché, je suis capable de remettre une tranche supplémentaire et de dire je remets encore 20% de mon projet, puis il me restera encore 10%, peut-être dans 6 ans, 7 ans, 8 ans, quand j'atteindrai les volumes cibles stratégiques. Donc là, on va avoir donc ces critères qualitatifs qui vont permettre de qualifier, de comparer entre elles et de choisir la meilleure des solutions pour votre organisation. Il y a la notion, quand on parle de mise en œuvre aussi, c'est est-ce que je suis capable de continuer de travailler ou quelle organisation je dois mettre en place si je veux changer donc la technologie de mon entrepôt, l'organisation de mon entrepôt. Est-ce que je dois tout vider, confier à un prestataire, le faire à l'extérieur, sous bâche, sous tente, sous barnum, ou est-ce que je peux rester finalement et travailler par îlot dans mon entrepôt pendant les travaux. Donc tout ça, ça fait partie des critères qui vont permettre de décider. Parmi les autres livrables qui vont permettre de décider, vous avez forcément donc ce qu'on appelle nous les layouts, hein, donc
qui donne différents périmètres avec différentes solutions, donc qui répond à chaque fois à vos besoins et vos critères donc de nécessité de stockage et de préparation de commande. Voilà, donc on a ici ce visuel qui reprend donc le CAPEX, l'OPEX, plus toutes ces analyses coûts-avantages qui sont donc très qualitatives, très objectives en même temps. Encore une fois, indépendance vis-à-vis des fournisseurs, soit d'éditeurs systèmes d'information ou de fournisseurs donc de mobilier de stockage, de matériel de manutention, de systèmes automatisés. On tient vraiment à notre neutralité. On travaille avec tout le monde, on n'exclut personne et on tient à notre neutralité. Parmi les livrables, vous avez ici, par exemple, des différentes comparaisons qui, en fonction de la solution, laissent plus ou moins de place à des capacités de stockage de palettes, à une saturation d'entrepôt, avec des notions de surface disponible, utilisée, les notions d'effectifs, l'investissement, etc. Donc tout ça rentre dans des critères. Et si on parle financier, on est capable de dire, voilà, ici, entre 2015 et 2025, j'ai des points d'investissement de départ. On voit sur l'année 2015, je commence à 1 250 000 jusqu'à 2 500 000 d'investissement de départ. Et puis ensuite, j'ai des coûts qui sont liés donc aux OPEX et qui fait que tous les ans, je rajoute des coûts d'OPEX, de maintenance, etc. Et dans 10 ans, qu'est-ce que je fais? Dans 10 ans, on voit que la courbe verte, c'est celle qui nous a coûté finalement peut-être le moins cher en 10 ans. Est-ce qu'elle nous intéresse ou pas? C'était la solution la plus traditionnelle, mauvaise image sur le marché, etc. Est-ce que ça répond bien? À vous de trancher. Sur les courbes, on pourrait se dire que la rose nécessite moins d'investissement de départ, donc est certainement la meilleure, mais on voit qu'au bout d'un certain nombre d'années, elle se croise avec la courbe orange, et que du coup, la orange qui nécessite une enveloppe, un investissement de départ plus conséquente, elle va plutôt avoir une courbe ou une pente plus plate, et à terme va plutôt être celle qui va solliciter. Donc ça fait partie de nos livrables. On va avoir cette analyse et cette vision, parce qu'on doit avoir une vision aussi, une validation financière dans les projets, donc qui va simplifier la prise de décision quelque part. Évidemment, on a d'autres critères sur la flexibilité, sur la technologie employée, sur les temps de mise en œuvre, etc. Donc, on peut travailler ensemble sur ce qu'on appelle un ranking. C'est-à-dire que on va avoir donc un tableau donc multi-critères avec donc une pondération en fonction des critères, et ensemble on peut définir les critères qui nous intéressent de manière à pouvoir aller chercher la solution, puisqu'à chaque fois on va se poser la question l'investissement, l'impact RSE, CO2, l'impact sur les effectifs, la mise en œuvre, la culture de l'entreprise, l'image qu'on peut donner, etc. Donc tout ça, c'est des critères qui peuvent rentrer dans vos critères de sélection de solutions. Et puis donc une fois qu'on a la solution, qu'on l'a bien cernée et qu'on va plutôt choisir cette solution, on est capable d'aller donc mettre en place cette fameuse simulation de flux. Donc on reproduit sur un environnement digital donc à la fois l'activité existante, à la fois donc l'organisation cible. On peut aller chercher donc analyser la résilience en faisant ce qu'on appelle des stress tests. C'est comment est-ce que cette solution peut réagir à des solutions, à des scénarios un peu différents. Je travaille avec plutôt de la 80-120, mais j'ai un peu de 120-120. Demain, on fait tout en 120-120. Ouf, qu'est-ce qui se passe? Comment réagit le système? Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on perd des capacités de stockage? Est-ce que c'est toujours compatible avec les convoyeurs, etc. Et puis l'analyse de risque, voilà, en tenant compte des situations critiques, avec les probabilités que ça arrive, etc., plan de continuité, etc. Et donc, c'est vraiment, on est sur du risk management. Est-ce que la technologie est plutôt bien développée, ou est-ce que je suis plutôt sur une technologie toute récente et je vais plutôt essuyer les plâtres? Est-ce que comment est organisée la maintenance, le suivi et les astreintes du fournisseur, etc. Donc tout ça, ce sont des critères forcément qu'on va prendre en compte. Ici, un petit laïus sur la partie donc simulation de flux. On va construire un modèle, encore une fois donc 3D. On va paramétrer des fréquences, des temps, des occurrences, extraire donc des données de système d'information pour aller comparer des scénarios et faire évoluer ces scénarios pour arriver donc
sur le scénario idéal. Alors, on a des simulations de flux qui permettent soit de faire des validations, soit de vérifier si on n'a pas de sous-dimensionnement ou au contraire si on n'a pas des goulots d'étranglement. On a des notions aussi de courbe d'apprentissage qui peuvent être plus longues que nécessaire. On peut avoir des risques de surdimensionnement et ça peut être des outils aussi qui permettent de partager avec des collaborateurs une organisation future et de commencer à faire des formations, des sensibilisations et voire même volontairement d'organiser à l'intérieur de ces simulations des systèmes qui vont tomber en erreur, en anomalie, parce qu'on dépasse les capacités, parce qu'on met une panne d'un des systèmes au milieu. Et donc, ça permet aussi d'initier les opérateurs donc sur comment réagir en cas de panne, comment réagir en cas de tel ou tel incident. Ah, le stress test maintenant, en fait, c'est un outil donc, qui teste le comportement donc, de la solution au fur et à mesure qu'une ou plusieurs paramètres et valeurs changent. Donc voilà, c'est comment est-ce que se comporte le modèle, le fonctionnement. Donc on va chercher des limites, on va dire jusqu'où est-ce qu'on peut faire pousser, jusqu'où est-ce qu'on peut challenger ce système. Est-ce que il y a des solutions en disant au lieu d'ouvrir en un poste ou en deux postes, j'ouvre un troisième poste. Est-ce que je travaille en 5 postes? Est-ce qu'on a capacité à prendre des volumes supplémentaires? Est-ce qu'on a capacité à subir 4 jours d'arrêt et ensuite à redémarrer et en moins de 3 jours retrouver une sérénité? Donc tout ça, ça va être des réponses apportées donc par le stress test. Là, ça veut dire qu'on a déjà choisi l'orientation, la solution cible, et que c'est cette solution évidemment qu'on va mettre en phase de ce stress test, puisqu'il semble délicat d'aller faire des stress tests sur beaucoup ou sur 3 ou 4 scénarios évidemment. Et puis donc des exemples ici de stress test, hein, avec ici on est sur un switch de volume expédié entre du picking et la palette complète. Hein. Ça peut parler à certaines entreprises, hein, puisqu'aujourd'hui l'évolution c'est plutôt de dire j'ai plus de commandes sur des plus petites quantités, alors qu'on était plutôt sur moins de commandes avec des grandes quantités jusqu'à encore quelques années. Sur des valeurs de référence sur des totals expédiés, avec des scénarios, des seuils, comment réagit mon système? On est ici sur un exemple simple, mais qui n'est pas neutre non plus dans le mode de fonctionnement par rapport, encore une fois, à la saturation d'une capacité soit d'entreposage, soit de préparation de commande. Et enfin, donc le risk management, hein, qui lui va anticiper les difficultés. Et donc, on va mettre en place donc ce plan de continuité, on va mettre en place donc un plan de redémarrage après désastre. Voilà, on va s'assurer que les systèmes d'information soient bien hébergés, soient bien sécurisés. On va valider la notion donc d'incident avec la fréquence d'incident. On va évaluer vraiment toute cette partie qui va permettre de dire ok, on met en place une solution, mais on réfléchit par rapport à cette solution, à ce fameux plan de continuité qui, je pense, est demandé donc de plus en plus par nos managers, par les directions d'entreprise. L'idée étant évidemment de ne pas être défaillant le jour où on a un souci vis-à-vis donc du marché, ça va rebondir en quelques jours. Alors, on arrive déjà aux conclusions de ce webinaire, avec une première conclusion, avec ce petit pouce retourné qui dit attention, ne prenons pas de risque, maîtrisons notre approche, avec ce terme confiné. Bon, on l'utilisait avant la notion de confinement, mais confiner le projet d'un point de vue local, sans penser la société, l'organisation, tout ce qui est partie prenante, etc. Donc, il faut vraiment avoir un impact et voir les conséquences de nos décisions sur les différents services. Le fait de ne pas identifier la solution optimale, puisqu'on est sur du local et pas sur global. Le fait de ne pas aller voir, donc bénéficier d'expériences externes, hein, et de vision étendue. Voilà, donc il faut pouvoir des solutions pour pouvoir visiter des installations existantes, challenger, comparer, etc. Et donc pas uniquement rester focusé sur une solution.
le risque de pas baser la solution sur des exigences objectives et l'analyse de risque par rapport à un scénario. Voilà, donc ça on en a parlé sur la partie risk management. Et puis le risque de soit de pas innover, soit d'aller chercher une innovation parce que je suis contraint de le faire, mais on est peut-être un peu en retard vis-à-vis du marché. Aujourd'hui, la logistique, la supply chain doivent être des éléments, des caractères à valeur ajoutée qui viennent apporter de la valeur supplémentaire à vos produits à travers du service, à travers des données, à travers donc toute cette la disponibilité et tout ce qu'on peut apporter à l'entreprise. Il ne faut pas considérer la logistique ou la supply chain comme un centre de charge, mais bien plutôt sur un centre de coût, mais sur un centre de bénéfices. Il faut aller chercher la valeur ajoutée dans les flux. Il faut raisonner flux autour de ces projets d'organisation. Alors au contraire, évidemment, pour l'étude de faisabilité, les points clés et qui sont importants, exploiter cette méthode qu'on utilise depuis quand même pas mal d'années et qui est vraiment solide, testée, qui a fait ses preuves, consacrer le temps, les ressources nécessaires en développer donc des projets dans un délai trop court, c'est-à-dire que bien souvent, approche commerciale avec des prospects, des clients, on nous demande le résultat pour dans 3 semaines. Attention, on prend le temps correctement, il y a un enjeu derrière, vous vous engagez sur la durée, on prend le temps d'aller chercher les données, de vous accompagner sur l'extraction des données, d'être sûr de la bonne interprétation. Et une fois seulement qu'on a cette interprétation et qu'on est sûr d'où on va aller mettre en adéquation ces interprétations avec les technologies possibles du marché. Aller chercher les bonnes compétences, c'est important. Maintenir cette notion de vision évolutive, la solution, la conception d'alternatives. Encore une fois, on a un historique, on a une situation, ce qu'on appelle ASIS, puis on a la solution to be, mais la solution to be, c'est peut-être du to be encore évolutif. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut répondre avec les différentes solutions? Évoluer l'impact des solutions, identifier sur les opérations d'entreprise. Voilà comment donc avec les parties prenantes, les différentes interfaces, et puis donc avoir un esprit ouvert, une approche neutre à toute solution. C'est ce qu'on propose en tout cas chez Simco Consulting à travers notre étude de faisabilité pour vous accompagner sur la définition des scénarios, et derrière on n'est pas du style à dire ok, il y a qu'à Faucon et silence Fillon. On peut vous accompagner en transformant cette étude de faisabilité à travers la rédaction de cahier des charges, la tenue d'appel d'offres, la sélection de fournisseurs et voire même donc l'accompagnement dans le projet sur la mise en œuvre du projet, et puis donc accompagnement sur la partie démarrage. C'est des choses évidemment qu'on sait faire et avec une offre complète. Je vous invite à visiter le site simcoconsulting.fr si besoin, ou à nous contacter. Alors, on arrive à la fin de ce processus de webinaire sur le premier semestre 2021. On vous propose une petite trêve estivale. On sort les parasols, la chaise longue, les tongs. N'oubliez pas, si vous souhaitez emporter votre ordinateur avec vous, vous pouvez consulter les replays avec de nombreux types de webinaires qu'on a pu réaliser sur ces dernières années. Et puis donc on vous donne rendez-vous avec un sujet qui peut être la suite finalement de l'étude de faisabilité le 17 septembre prochain. C'est un vendredi à 11 h. On sera quelques jours après le SITL qui a lieu du 13 au 15 septembre. Vous allez revenir avec du salon, avec des idées plein la tête, des projets, etc. Eh bien, ce sera peut-être le moment de se poser un peu et dire comment est-ce que finalement je vais choisir la technologie par rapport à mon besoin, par rapport à mon entrepôt, et finalement est-ce que j'ai pas besoin de mener une étude de faisabilité sur le sujet. Voilà, donc rendez-vous en virtuel cet été avec des replays, rendez-vous à la rentrée 17 septembre à 11 h, et puis rendez-vous, n'hésitez pas à nous appeler d'ici là, une adresse mail, un numéro de téléphone. Nous sommes à votre disposition, et tout de suite on est à votre disposition évidemment pour répondre à d'éventuelles questions, et j'espère qu'il y en a. Je vais regarder tout de suite. Avez-vous des questions?
Alors, j'ai une question qui est posée ici. Est-ce que le fait d'être un cabinet italien vous aide à intervenir en France? Alors, on est cabinet d'origine italienne, hein, Simco Consulting, le siège de la holding est en Italie évidemment, mais nous avons nos locaux en France, ici à Chalon-sur-Saône, et notre équipe en France. Pour l'anecdote, quand je parlais du film et de la photo, sachez qu'on est installé dans les anciens sièges, dans l'ancien siège de Kodak à Chalon, avec beaucoup d'entreprises, dont des entreprises sur des activités intralogistiques. Et donc, alors oui, ça nous aide puisqu'on bénéficie donc de 40 ans d'ancienneté de Simco, évidemment, mais on a notre part sur le marché français, il y a aucun problème à ce niveau-là. Et on sait vous accompagner sur vos marchés. Alors, j'ai une autre question aussi qui nous parle plutôt des fournisseurs. J'ai déjà démarré des contacts en direct avec un fournisseur. Est-il encore temps pour démarrer une étude de faisabilité? Alors, il n'est jamais trop tard pour démarrer une étude de faisabilité. Euh, euh, et il n'est jamais trop tard non plus pour intégrer des solutions d'un fournisseur dans notre étude. C'est-à-dire qu'on va challenger cette solution. Je ne sais pas où vous en êtes, si vous avez déjà une proposition, une offre, un tarif, etc. Ou si vous voulez faire marche arrière. Les fournisseurs voient plutôt en général d'un bon œil le fait que leurs clients, que leurs prospects passent par un cabinet conseil. Pourquoi? Parce que ça leur permet, eux, de vérifier, de verrouiller ces éléments et ces points d'entrée puisque les fournisseurs répondent à des sollicitations, mais n'ont pas forcément les moyens, les effectifs et la possibilité d'aller creuser vos données, d'aller vérifier le besoin. Hein, l'idée, c'est vraiment d'émettre un besoin, de faire une, un état des lieux en disant voilà comment on est, voilà ce qu'on veut être, de manière à pouvoir derrière aller challenger des différentes solutions. Et bien souvent, des fournisseurs nous appellent en mettant en relation avec leurs prospects en disant attention, on est en train de travailler ou d'avancer sur des projets avec telle ou telle entreprise. Est-ce que vous sauriez intervenir? Parce qu'on n'est pas sûr ici là, de la donnée entrante, on n'est pas sûr de l'orientation de l'entreprise. Et donc, on a besoin d'une validation pour être sûr que le service ou la prestation ou le matériel qu'on va livrer correspondent bien aux besoins de l'entreprise. L'idée n'étant pas de vendre pour vendre, mais bien de vendre une solution qui soit derrière forcément efficace. Avons-nous d'autres questions? Alors, j'ai pas l'impression qu'on ait d'autres questions. On va se laisser encore quelques instants. Y a-t-il un retour sur investissement sur un coût d'analyse et d'étude de faisabilité? Oui, oui, on peut établir un retour sur investissement, alors financier ou non financier. En tout cas, l'idée c'est quand même de vous amener la meilleure solution possible. C'est de vous amener avec les solutions des prix de marché, donc vous garantir quelque part que je veux dire une notion d'enveloppe d'investissement. On peut vous accompagner sur les parties, donc je disais tout à l'heure, rédaction qui est des charges appel d'offres, qui peut à un moment donné être très intéressante pour challenger différentes solutions. Donc oui, nos clients retrouvent un réel retour sur investissement quand ils nous confient une étude, et ça je peux vous le confirmer. Voilà, alors j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de questions. Peut-être on est en juillet, il commence à faire beau, les terrasses vont ouvrir, donc tout le monde est pressé d'aller déjeuner. En plus, non, on n'est pas vendredi, on est jeudi, je me suis trompé. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous avez donc nos coordonnées sur ce slide, mes coordonnées.
Vous allez recevoir un petit mail avec le lien pour charger donc à la fois le support de présentation, à la fois donc le lien de replay. Si vous êtes inscrit, vous n'avez pas pu participer, vous aurez un lien quand même qui vous proposera donc de récolter donc ces informations. N'hésitez pas, on se tient à votre disposition. Je vous souhaite un très bel été. Rendez-vous en septembre ou avant si vous avez des projets à nous suggérer. À très bientôt. Merci. Au revoir.